Préparez-vous à un voyage vers un monde étrange, l'Europe. Un monde avec ses lois, ses codes, ses secrets. Un monde où l'argent coule à flot pour qui sait s'y prendre. Comme cette laiterie industrielle française qui, pendant des années, a trouvé une recette magique en Italie. Il cherchait les subventions de la communauté européenne. Comment est-ce qu'il gagnait de l'argent, le Français? Sur les subventions. Pour encaisser les subventions de l'Europe, cette entreprise fabriquait du beurre avec des ingrédients étonnants. Dans ce monde où 150 milliards d'euros sont dépensés chaque année, des territoires extraordinaires voient le jour. Comme cette autoroute de Calabre, dont les travaux durent depuis près de 20 ans, et où la mafia vient régulièrement prélever sa part du demi-milliard d'euros versé par l'Europe. Les mafieux ont pris un bidon d'essence, ils ont aspergé la cabine. Ils ont donné le briquet à mon chauffeur et ils lui ont dit « Maintenant, tu allumes, sinon on te tue ». Dans ce monde étrange, à la tête du pouvoir, on choisit parfois soi-même la limite entre intérêt public et intérêt privé. Je ne pourrais pas me voir comme un lobbyiste. Non, vraiment, vraiment pas. Comme cet ancien commissaire européen, qui est aujourd'hui passé dans le privé, conseille plusieurs cabinets de lobbying parmi les plus influents de Bruxelles. Un voyage à la recherche des millions perdus de l'Europe. L'enquête commence sur une île, un petit bout de terre appartenant au Danemark et posé sur la mer Baltique, Bornholm. Ici, 42 824 citoyens européens vivent au milieu de villages de cartes postales et de plages de sable fin. L'été, Bornholm est un paradis pour touristes. Rien ne semble manquer, sauf peut-être une chose, la montagne. Mais ici, l'Europe fait des miracles. Ole Arild est agriculteur, et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est skier. Oui, c'est difficile de s'imaginer l'endroit avec de la neige. Hein. Maintenant, c'est très vert. Avec l'argent de l'Europe, au fond de son champ, il a construit 2 pistes de ski. Celle-là, c'est la plus facile. Et celle-là, elle est beaucoup plus... Plus difficile. Oui, difficile, c'est ça. Ce n'est pas la plus grande du monde, mais c'est la plus grande du Danemark. Mais à Bornholm, en hiver, il ne neige presque jamais. Toujours avec l'argent de l'Europe, Ole Arild s'est donc offert un canon à neige. Et quelques semaines plus tard, une dameuse. Bon, c'est un peu spécial à conduire. Il faut surtout avoir un peu de pratique pour ne pas mettre de la boue dans la neige. C'est pas évident, mais bon, je vais y arriver. Depuis son lancement, la piste de ski n'ouvre que quelques semaines par an et accueille moins d'une dizaine de personnes par jour. Et pourtant, l'Europe a permis à cet agriculteur de toucher 100 000 euros. Une somme pour le moins étonnante, surtout quand on sait qu'à l'origine, tout a commencé par une blague en famille. Nous étions à la maison et cette année-là, nous n'avions pas pu aller skier. On était autour de la table en train de se lamenter quand ma femme m'a dit « Mais tu n'as qu'à te construire une piste de ski ». On a bien rigolé et puis au bout d'un moment, on s'est dit « Pourquoi pas ?» Comment cet agriculteur a-t-il pu financer cette idée avec de l'argent européen?
Nous sommes où ici? Eh bien, c'est le bureau du maire de Bornholm. Et voilà Eurodirect. C'est là que j'ai vu un conseiller. Le voilà. Eurodirect, c'est le réseau de conseillers chargé de traiter la majorité des demandes de subventions européennes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que cette piste de ski est un gaspillage d'argent européen? Eh bien moi je dis qu'ils ont tort. Son projet est totalement fidèle à la mission que nous a donnée l'Union européenne. Regardez, le 4e alinéa s'applique clairement au cas d'Ole Arild. Il s'agit d'aider à la transformation de terres agricoles en activités de tourisme et d'artisanat. Mais Ole, vous nous avez dit que les gens qui vont skier sont d'ici. Ce ne sont pas des touristes. Oui, je pense qu'effectivement, pour attirer les touristes, la seule activité de ski n'est probablement pas suffisante. C'est vrai que le nombre de touristes est très bas en janvier, février et mars. En attendant les éventuels touristes, quand l'hiver est là, à Bornholm, les habitants de l'île sont ravis. Le propriétaire de la piste a réussi à interpréter la loi européenne à son profit, sans aucun contrôle de l'Europe. Mais vous savez, je pense qu'on a dépensé à peine la moitié des subventions auxquelles on avait droit cette année-là. C'est même vraiment dommage que nous n'ayons pas pu utiliser la totalité de l'argent que l'Europe nous avait proposé. Il existe aujourd'hui dans toute l'Europe 474 conseillers comme Niels Christensen. Chacun peut y tenter sa chance et décrocher peut-être une des subventions de l'UE. Il n'y en a pas moins de 450. L'argent de l'Europe est-il toujours aussi facile à récolter? L'enquête continue en France. Précisément en Normandie, au cœur du pays du beurre, dans le petit village de la Chapelle d'Andenne. C'est ici qu'a eu lieu l'un des plus importants scandales de détournement de fonds européens de ces dernières années. Au centre de l'affaire, les laiteries Fléchard, un des plus gros producteurs de beurre français. L'usine est le principal acheteur de lait des éleveurs de la région. Auprès d'eux, l'affaire est à bout. L'entreprise Fléchard est aussi l'un des premiers employeurs du département. Et son fondateur, qui a été maire pendant 18 ans, reste le grand bienfaiteur de la commune. Alors pour l'actuel maire du village, les journalistes ne sont pas les bienvenus. Non, stop, attendez un peu. Et la famille Fléchard implantée dans la commune, oui, ils y habitent, ils y participent. Il y en a toujours eu et il y en a toujours à la table du conseil municipal. Comment voulez-vous qu'un maire sur une affaire comme celle-là, il est... Bah, je sais pas, il faudrait avoir l'esprit tordu déjà pour aller mettre son nez dans une affaire qui est aussi claire qu'un fond de cuve de lait. Et puis voilà, qu'est-ce que je vous dis. Un fond de cuve de lait. En réalité, une fraude de 23 millions d'euros. Pendant plusieurs années, les laiteries Fléchard ont mis en place une machine à détourner l'argent de Bruxelles. Une fraude qui ciblait précisément les généreuses subventions européennes d'aide à l'exportation de beurre. Guy Fléchard faisait venir d'Italie un faux beurre concentré qu'il maquillait en beurre véritable avant de l'exporter. Il encaissait au passage des dizaines de millions d'euros de fonds européens. Un cadre de l'entreprise a vécu de l'intérieur la mise en place de la fraude. Fléchard achetait de la crème, des matières grasses. C'était des citernes de 25 000 litres qui arrivaient de beurre concentré, quoi. Ce genre de produit était transformé, et c'est un produit qui part au Moyen-Orient, qui voilà, quoi. Et vous nous dites que tout le monde savait que ce n'était pas vraiment du beurre. Comme pour tout arrivage de matière grasse, on faisait des analyses classiques. D'accord? Et sur ce produit-là, en question, j'avais noté, moi,
des anomalies de composition. Et suite à ça, ben, j'ai signifié à ma direction, j'ai dit bon, il y a une matière grasse là qui est pas normale en composition en acide gras. Ouais. Donc ce point-là, je l'ai signalé plusieurs fois, quoi. Et donc ils réagissent comment à ce moment-là quand vous dites ça? Ils n'ont pas cessé du jour au lendemain à s'approvisionner. Et s'ils n'ont rien fait, c'est que l'affaire était très rentable? Oh bah oui, bien sûr, ouais. Bah, sinon pourquoi prendre des risques, hein? Le président des laiteries, Guy Fléchard, refuse désormais de s'exprimer. Lors de sa mise en examen, il tentait de s'expliquer devant les médias. Cet importateur français plaide aujourd'hui sa bonne foi. Guy Fléchard, pourtant mis en examen pour fraude et escroquerie. Nous, on a la traçabilité totale, je veux dire, on a donné à la justice tous les éléments que l'on avait sur ce dossier avec nos achats et de ce côté-là, c'est tout à fait clair chez nous, il n'y a aucun problème. En 2009, Guy Fléchard a été condamné à 18 mois de prison, dont 6 fermes, ainsi qu'à rembourser les 23 millions d'euros versés par l'Europe. Dans cette affaire, un organisme était pourtant en charge de vérifier la qualité du beurre exporté, c'est France Agrimer. Comment ce faux beurre est-il passé à travers ces contrôles ? Pour s'exprimer, France Agrimer a pris toutes ses précautions. Son responsable des contrôles ne parlera pas. Ce sera sa directrice du service juridique, aidée par un avocat. France Agrimer pratiquait des contrôles réguliers chez la société Fléchard comme chez les autres opérateurs. De ce point de vue-là, il n'y a pas eu de défaut de contrôle. Tous les contrôles ont été pratiqués. Pratiqués peut-être, mais pas analysés. Devant la justice, France Agrimer a même reconnu que ces prélèvements n'ont pas été exploités pour des raisons financières et techniques. On s'est aperçu dans l'enquête que France Agrimer faisait des prélèvements chez Fléchard, mais ne les analysait pas pour des raisons financières et techniques, disait-il. Les contrôles n'avaient pas pour but de rechercher cette fraude. Le corps de métier de France Agrimer, c'est pas la lutte contre la fraude, c'est le contrôle du versement des aides, la recherche d'irrégularités. Et comme on cherche, on ne trouve que ce qu'on cherche, voilà. Mais le métier de France Agrimer, c'est aussi de savoir que le beurre est vraiment du beurre. À l'époque, burro di prima qualità. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y avait dans ce beurre de 3e qualité? Grassi animali. Des graisses animales. Tous les restes de la boucherie. Comment ça se dit en français, la boucherie? Le gras de la viande et tout le reste de la viande. Le camion arrivait pour tout récupérer et puis on faisait une désodorisation à 240 degrés. Et ça se faisait ici dans l'usine? Non, ça se faisait vers Gênes. Ils confectionnaient des paquets de 25 kilos
comme si c'était du beurre. Et puis Cecere, mon associé, a commencé à faire des expérimentations et il augmentait toujours le taux de graisse animale. À la fin, on est arrivé à mettre 30-40% de graisse animale. Mon associé faisait continuellement des expériences, toujours, mais il voulait l'impossible. C'est-à-dire? Il mettait de l'acide dedans. Mais ça ne pouvait pas marcher, ça sentait vraiment trop fort. Rosario Viglione n'en dira pas plus. Son usine Italburo est aujourd'hui à l'abandon. Après avoir été condamné à 3 ans et demi de prison, il s'est reconverti dans la confection. Mais jusqu'où cet industriel était-il prêt à aller pour satisfaire sa clientèle européenne? Un homme, professeur à l'université de Naples, avait la charge d'établir de faux certificats d'analyse pour Italburo. Après avoir effectué 4 mois de prison, il s'est aujourd'hui retiré dans la banlieue de Naples. Une caméra cachée est utilisée pour le filmer. J'ai eu honte de savoir ce qu'il faisait, honte comme chercheur, parce qu'il a ajouté des triglycérides synthétiques. Des dérivés du pétrole, autrement dit un beurre totalement chimique. Mais attendez, les triglycérides, c'est pas dangereux pour la santé, ça? Non. Si, si les triglycérides ont été faits dans les meilleures conditions de production. Voilà, mais vous ne savez pas s'ils ont été faits, comment ils ont été faits. J'ai jamais assisté, j'ai jamais donné des recettes, j'ai jamais donné des consultations sur cet aspect-là. Ni l'enquête italienne, ni l'enquête française n'ont pu établir si le beurre frelaté présentait un danger de santé publique. Pendant au moins 3 ans, la société Italburo a produit chaque année plus de 16 000 tonnes de faux beurre concentré. Le procureur de la République de Naples, Francesco Curcio, a instruit toute l'affaire. Il a vite réalisé que beaucoup d'autres entreprises s'étaient fournies chez Italburo. Les grands producteurs de beurre européens étaient conscients qu'en Italie, on arrivait à faire certaines choses. Ils avaient délégué une partie de la production, entre guillemets, sale, en Italie, en comptant là-dessus. Parce que c'est certain que si les contrôles avaient été faits comme il se doit, on ne parle pas de petites sociétés qui travaillent en bas de l'échelle, comme à Naples, qui font les sacs à main, non. On parle de grandes usines. Moi, je peux vous dire que nos accusés disaient que tout le monde savait, que c'était impossible autrement. Un des éléments qui a été utilisé pour dire que les acheteurs français étaient conscients de la falsification du produit, c'était le prix. Il me disait, mais si je leur offre une Rolls-Royce, au prix d'une Fiat Punto, est-il possible que cette travailler l'usine. Les responsables de l'entreprise n'ont pas souhaité s'exprimer. Autre exemple, la Sodial, fabricant de grandes marques de produits laitiers. Ce groupement a acheté des dizaines de tonnes de matière frelatée. Et le fait qu'il y ait 140 tonnes de beurre italien frelaté chez vous, dans un frigo? Oui, mais ça, c'est là, ils ont été... Ces beurres-là, je vous signale, à l'époque, autant que je me souvienne, c'est des beurres qui avaient subi un premier contrôle, qui étaient réputés conformes, qui ont été réanalysés après l'enquête, et c'est à ce moment-là que le beurre a été déclaré non conforme.
Au bout du compte, l'Europe aura déboursé plus de 100 millions d'euros pour subventionner du beurre qui n'en était pas. Mais au-delà de l'ampleur de cette somme, un constat, au moins aussi inquiétant, apparaît. Pour l'entreprise qui a fabriqué ce faux beurre, comme pour celles qui l'ont acheté, c'est bien l'argent de l'Europe, versé sans contrôle efficace, qui a été le moteur de la fraude. Comment ceux qui ont la charge de ces subventions réagissent-ils? À Bruxelles, rendez-vous est pris avec un homme important. C'est un ancien haut fonctionnaire du FEOGA, l'organisme en charge du budget de la PAC, la politique agricole commune, 45 milliards d'euros par an. Hors caméra, il accepte de se confier, sans faux semblant. Sans les aides, il n'y a rien. L'agriculture européenne est une agriculture artificielle. Imaginez quand même un budget d'aide de 45 milliards. 45 milliards par jour ouvrable. Le FEOGA dépensait 100 000 francs à la seconde. À la seconde. Vous pensez que je pouvais savoir où allait cet argent? Depuis le scandale du beurre italien frelaté, l'Europe n'a annoncé aucun changement majeur de son système de contrôle de subventions agricoles. En 2011, l'Europe a voté 38 milliards d'euros d'aide à l'exportation. Il existe un autre grand poste de dépenses pour l'Europe, ce sont les fonds structurels. Leur but, aider l'économie et les infrastructures des régions pauvres de l'Union. Le voyage se poursuit vers la pointe sud de l'Italie, en Calabre. La Calabre est une région défavorisée et difficile d'accès. C'est là que l'Europe a décidé d'investir un demi-milliard d'euros pour rénover une autoroute, l'Autostrada Tre. Une autoroute un peu particulière, de ponts en tunnel, de chaussées défoncées en viaducs vertigineux, elle n'a mystérieusement jamais été terminée depuis le début de sa rénovation en 1997. Un homme enquête depuis plusieurs années sur cette route pas comme les autres. Il s'appelle Vincenzo Foti, il est journaliste au Sole 24 Ore, le plus grand quotidien économique italien. La date de fin des travaux a reculé d'année en année. La dernière date, c'est 2013. Donc, attendons de l'avoir achevé si c'est possible. Les fonds sont alloués par l'Union européenne et ils sont ensuite répartis sur les différents lots, les différents projets, les différents chantiers. La meilleure illustration de ces travaux perpétuels, ce sont les autocollants rajoutés les uns sur les autres depuis des années sur les panneaux de chantier. Ceci démontre qu'en fait, sur la 3, ça change tout le temps. Comme vous voyez, des changements ont été apportés par rapport à ce qui était affiché avant. Par exemple, ce premier tronçon qui fait à peine 15 km, maintenant, il coûte 850 millions d'euros. Un prix 10 fois plus élevé que le prix moyen, dont presque 20% sont financés par l'Europe. Mais la démonstration est interrompue. Deux policiers demandent d'arrêter de filmer et de présenter passeport et carte de presse. Sur l'Autostrada Tre, l'ambiance est un peu tendue. Il est vrai que cette autoroute est située sur le territoire de la mafia calabraise, la 'Ndrangheta. Le problème, c'est que beaucoup d'argent de l'Europe finit détourné par les familles de la criminalité organisée qui s'infiltrent dans les travaux publics. Ma théorie, c'est que cette autoroute pourrait bien ne jamais finir. Tout ça pour que la mafia puisse toujours se placer, pour qu'elle puisse toujours s'entendre avec les politiques, pour imaginer de nouveaux projets et donc de nouveaux travaux. La 'Ndrangheta est aujourd'hui l'une des mafias les plus puissantes au monde. Ses bénéfices atteindraient 50 milliards d'euros par an.
Ces chefs vivent ici au cœur des petits villages nichés entre les montagnes. À la différence d'autres mafias, la 'Ndrangheta est dirigée par des familles qui gèrent leur territoire de façon féodale en contrôlant toutes les activités économiques. Alors, lorsque l'Europe a décidé d'injecter un demi-milliard d'euros dans la région, l'information a très vite fait le tour de tous les villages. L'ancien procureur antimafia de Calabre, Roberto Penizzi, est un des meilleurs spécialistes italiens de la 'Ndrangheta. De là jusque là, ce parcours de couleur bleue, il n'y a pas un seul tronçon de ce territoire où il n'existe pas de groupe de la 'Ndrangheta. Les tronçons de travaux de l'autoroute correspondent aux aires d'influence des différents groupes mafieux de la 'Ndrangheta qui gouvernent leur territoire. Désormais, la 'Ndrangheta est devenue une entreprise. Ces hommes aiment se rencontrer pour formaliser leurs accords. Ils se disent les choses en toute franchise et finissent toujours en se serrant la main. Image rare. Les enquêteurs du procureur ont réussi à filmer une réunion des grandes familles. Ce jour-là, en termes codés, les chefs se partagent justement les rôles pour l'année à venir. Nous, on prend le comptable et le maître général. Il reste le chef crime et à Reggio de Calabre, le chef société et 2 autres postes. Les termes sont trop imprécis. Les équipes du procureur ne peuvent agir sans le témoignage d'entrepreneurs rackettés. Mais en Calabre, l'omerta est totale. Un jour, Roberto Penizzi tente donc une autre méthode. Interviewé par un journaliste calabrais, j'ai dit que les entrepreneurs du territoire étaient tous des lâches. Après un peu de temps, je dirais pas plus de quelques jours, j'ai entendu taper à la porte de mon bureau du parquet à Reggio de Calabre. J'ai vu apparaître devant moi un homme barbu qui s'est présenté ainsi. Je m'appelle Gaetano Safiotti et je ne suis pas un lâche. Gaetano Safiotti est aujourd'hui un homme menacé. À quelques kilomètres du nord de Reggio de Calabre, à la sortie d'une petite ville, la maison de cet entrepreneur, hélas, est facile à reconnaître. 7 policiers surveillent son domicile nuit et jour. Depuis 7 ans, Roberto Safiotti est un des hommes les plus protégés d'Italie. Une vingtaine de caméras à vision nocturne filment les alentours. Fils barbelés et vitres blindées protègent ses fenêtres. Gaetano Safiotti est le seul entrepreneur ayant travaillé sur l'autoroute à avoir témoigné contre la 'Ndrangheta. C'est clair que ma vie est beaucoup plus compliquée et plus difficile. Il y a une vraie limitation de la liberté personnelle, de la vie privée. Gaetano Safiotti est pudique. Depuis 9 ans, il a perdu tous ses amis et ne sort pratiquement jamais de sa maison. Avant d'aller voir la justice, ce chef d'entreprise qui livrait des camions de béton pour l'autoroute a été racketté par la 'Ndrangheta. Il s'est tu pendant plus d'1 an, mais les demandes d'argent devenant de plus en plus fortes, il a commencé à protester. La mafia a immédiatement répliqué. Les mafieux ont arrêté le dernier conducteur de la file, couvert de passe-montagne, armé de pistolets. Ils lui ont dit descends. Ils lui ont dit là il y a un bidon d'essence. Asperge-le dans le camion. Et tu dois y mettre le feu. Ce conducteur il a dit mais pourquoi? Essayez de cerner un peu la scène. Il a dit excusez-moi mais c'est pas une chose normale. C'est pas comme si je devais passer du parfum. Ensuite il lui a dit si tu ne le fais pas, en lui mettant le pistolet sur la tête,
je te tue. À ce moment-là, avec le pistolet sur la tête, il a pris le bidon d'essence, il l'a dispersé dans la cabine. Et ensuite, le draghettiste lui a donné le briquet, il lui a dit « Maintenant, enflamme tout, vas-y, sinon je te tue ». Avec le pistolet sur la tête. Ça, ce sont quelques-uns des attentats que j'ai subis ces dernières années. Ça, c'est une machine brûlée. Ça, c'est une cabine de notre excavateur. Au total, les hommes de la mafia ont détruit une quinzaine de ces machines de chantier. Vous vous rendez compte que quand les machines sont brûlées, souvent c'est à côté de maisons habitées. Eh bien, personne n'appelle jamais les pompiers. Excédé, Gaetano Safiotti a une idée. Il décide d'enregistrer les visites des hommes de la 'Ndrangheta avec des petites caméras de bureau. Ce sont ces images, un document rarissime qu'il a fourni à la justice. Là, on voit très clairement l'alias de billets. Combien ? 5 000 €. Voilà, il les prend, regardez. Il les compte même. Les mafieux s'adressent seulement aux bénéficiaires des marchés publics alimentés par l'argent européen. En général, le pourcentage extorqué varie entre 10 et 15% des travaux. En fait, il n'y a pas de tarif, ça dépend des travaux, du type d'appel d'offres, de la commande. Il y a de la flexibilité, dans le sens où il n'y a pas de minimum ni de maximum, même si disons que le minimum est garanti. Eux, ils font partie de deux familles différentes. Il y avait une discussion parce que j'avais traversé un territoire pour arriver dans un autre. Donc c'est une sorte de clarification. Les détournements de fonds. La réponse à cette question se situe à Bruxelles.
Depuis 1999, l'Union européenne a mis en place une police financière, l'OLAF, l'Office de lutte antifraude. Un organe indépendant doté de 50 millions d'euros de budget annuel. Giovanni Kessler, son directeur général, n'avait jamais vu ces images. Intéressant. Et alors? C'est une histoire qui ne concerne que le système judiciaire italien. Dans ce cas, la victime, c'est l'entrepreneur, ce n'est pas l'Europe. Mais c'est l'argent de l'Europe. L'argent de l'Europe a été versé correctement à l'entrepreneur. Et puis seulement, il a gagné de l'argent, et tant mieux d'ailleurs. Car un entrepreneur ne construit pas une autoroute gratuitement. Il gagne de l'argent pour cela. Et une partie de cet argent est donnée à des criminels, parce qu'il est racketté. Très bien, mais c'est son argent. Ce n'est pas notre argent. La victime, c'est l'entrepreneur. Ce n'est pas notre affaire. La tricherie sur la qualité des matériaux ou l'allongement constant de la durée des travaux ne sont donc pas constitutifs de fraude. In fine, avec à peine une trentaine d'enquêteurs dédiés aux fonds structurels, l'OLAF n'a pas vraiment les moyens de traiter tous les cas suspects qui lui sont transmis. De plus, même quand elle y parvient, elle ne récupère qu'1 euro détourné sur 4. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, car nous arrivons tard. Et dans beaucoup de cas, soit les entreprises n'existent plus, ou bien les gens ont disparu. Alors finalement, vous nous dites que vous ne pouvez rien faire. Eh bien, la vraie solution à tout ceci, c'est le procureur européen. C'est prévu dans le traité de Lisbonne. Il aurait la même mission que l'OLAF en menant des enquêtes et il serait capable de poursuivre les gens directement devant les tribunaux des États membres. Mais le procureur européen ne va pas voir le jour avant de longues années. Il y a des résistances de la part des États membres. La balle serait donc dans le camp des responsables politiques. C'est à Strasbourg, siège du Parlement, qu'est voté le budget de l'Union. Ici aussi que des députés se battent contre les détournements de fonds. Selon le dernier rapport de la Cour des comptes, tous les ans, 5% des fonds structurels sont versés par erreur, soit près de 3 milliards d'euros. Au total, la Cour estime que les irrégularités entachent entre 2 et 5% du total des paiements effectués par l'Europe. Ingeborg Grassle est une députée allemande du Parti populaire européen. Depuis plusieurs années, la fraude est son cheval de bataille. Mein Gott. Oui, c'est tous mes cauchemars que je vois là. Tous les cauchemars qui sont là. Pour la députée, un trop grand nombre de pays continuent de protéger les fraudeurs sur leur territoire. Le dimanche, tout le monde est contre la fraude, mais le lundi jusqu'à vendredi, quand ça devient concret, c'est très difficile de mettre en œuvre ce qu'il faudrait faire pour que le discours de dimanche soit vrai. Soit les États membres font ce qu'on a décidé ensemble, ou soit pas d'argent. J'aimerais aussi qu'on coupe de manière très très conséquente. Dès que le droit européen n'est pas suivi, alors pas de fonds. Je vous assure, c'est un langage qui est compris sans interprète. Lutter contre la fraude est donc un enjeu vital pour les défenseurs de l'Europe. Pour contrer les eurosceptiques, ils doivent impérativement prouver que la machine européenne fonctionne dans la transparence, qu'elle a les moyens de lutter contre la fraude. C'est à Bruxelles que se situe le sommet de la pyramide européenne, la Commission. La Commission a l'initiative de la majorité des lois et a la charge de protéger l'intérêt général. Mais ici, à la tête de l'Union européenne, l'intérêt général est-il toujours protégé? Une ONG a fait sa spécialité de traquer les conflits d'intérêts chez les hauts fonctionnaires européens. Natasha Singotti est juriste pour Alter UE. Elle examine à la loupe les rapports entre les commissaires européens
et les grandes entreprises privées. Pour comprendre ce que cette militante reproche précisément à la Commission, il faut la suivre à l'intérieur du bâtiment. 34 000 fonctionnaires travaillent pour la Commission européenne. Ils élaborent les lois de l'Union et orientent ses dépenses. À leur tête, les commissaires européens. On a 27 commissaires en comptant le président Barroso. On peut dire que les commissaires sont un peu des ministres de l'Europe, puisqu'ils sont vraiment les personnes qui sont au top de l'Union européenne et qui décident ce qui va s'appliquer aux citoyens de l'Union européenne en entier. Voilà, on est 13e. Le 13e étage du bâtiment est celui du bureau de l'actuel président de la Commission, José Manuel Barroso. Et quelques mètres plus loin, de la prestigieuse salle Jean Monnet, lieu de réunion solennelle des 27 commissaires de l'Europe. C'est là que se prennent les vraies décisions. A priori, oui, puisque c'est une salle de réunion huis clos où ils décident de questions clés. Donc, par exemple, des questions d'éthique comme l'approbation du mouvement d'un ancien commissaire vers une décision, vers une position privée. En d'autres termes, le conflit d'intérêts. Leur mandat terminé, de plus en plus de commissaires rejoignent le secteur privé après avoir eu le devoir pendant 5 ans de défendre au contraire les intérêts publics. Pour cette militante, la Commission européenne est largement touchée par le phénomène. Un commissaire, il est une des figures publiques de la Commission. Il a des entrées, il a un carnet d'adresses incroyable. Là, vous pensez que tous les commissaires qui ont pris des emplois dans les entreprises privées après leur fonction sont en conflit d'intérêts? Alors pas tous. Sur le collège, donc le collège à 27, on en a 13 qui se sont recyclés dans le privé. Et sur ces 13, on en a 6 dont on pense qu'ils ont des positions qui sont potentiellement des conflits d'intérêts. Vous avez le 3e à l'arrière, M. Borg, qui s'est recyclé dans un cabinet de lobbying. M. McCreevy, il est juste derrière M. Barroso. Il a aussi pris une position dans le privé. Il a notamment été recruté par la société Ryanair. Quel est le cas de conflit d'intérêt le plus grave à votre avis? Alors d'après le travail que nous on a fait d'investigation, de recherche, le cas le plus choquant c'est le cas de M. Verheugen. Günther Verheugen est un ancien vice-président allemand de la Commission. Il a été commissaire durant 10 ans, à l'élargissement d'abord, puis à l'entreprise et l'industrie. Il a quitté ses fonctions en février 2010. Alors quelles sont les nouvelles activités de l'ancien vice-président? Premier indice, une photo. L'ancien commissaire a participé à un dîner donné par une organisation de lobbying des entreprises turques, la TOBB. Dans la déclaration transmise à la Commission, à la fin de son mandat, il admet qu'il conseille son président sur les sujets politiques et économiques. Mais quel est vraiment son rôle ? Oui, il y a bien eu une soirée ici où M. Verheugen était notre invité. Mais vous ne pouvez pas nous dire s'il travaille pour vous ou s'il était juste invité? Je ne peux pas répondre à la question que vous me posez. C'est M. Verheugen lui-même qui peut y répondre. L'ancien commissaire a semble-t-il également conseillé un autre organisme, l'Association des banques coopératives allemandes. Dans ses déclarations, il se définit comme un conseiller externe, donnant discours et conférences. Là aussi, il faut en savoir plus. Mais la seule réponse de l'organisme est une fin de non-recevoir. Günther Verheugen intervient pour un 3e organisme, la RBS, la Banque Royale d'Écosse. Ici aussi, il définit son travail comme un conseiller externe. Cette fois non plus, il n'y aura pas de réponse. L'ancien commissaire reconnaît aussi collaborer avec le cabinet de lobbying Fleishman Hillard, qui conseille les plus grandes multinationales du monde. Mais ici, il est étonnamment précis. Il écrit qu'il n'est pas censé s'impliquer dans les relations d'affaires
avec les clients du cabinet. Sur place, personne n'en dit plus. Quelques jours plus tard, Fleischmann-Hillard prend position dans un courrier très clair. Günther Verheugen fournit une activité de conseil à destination des consultants internes et des clients. Une affirmation confirmée par le site internet du cabinet. La précision est essentielle, car pour éviter les conflits d'intérêts, l'Europe interdit aux anciens commissaires de conseiller directement les entreprises avec qui ils ont travaillé durant leur mandat. Finalement, Günther Verheugen accepte de prendre la parole sur ses fonctions actuelles. L'ancien vice-président vit et travaille dans la banlieue de Berlin. Il propose d'être interviewé dans le palace le plus prestigieux de la ville. Günther Verheugen a peu de temps. C'est un homme occupé. Il est vrai qu'en plus de ses 4 collaborations bruxelloises, il a créé à Berlin sa propre société de conseil. Je ne pourrais pas me voir comme un lobbyiste. Non, vraiment, vraiment pas. Je n'ai aucune influence. Mais vous êtes un ancien commissaire. Non, 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 je n'ai aucune influence. N'en ai pas. Ce que je fais en pratique avec les entreprises avec qui je travaille, c'est d'organiser des événements. Et je fais des discours. Et par exemple, c'est aussi ce que vous faites avec le cabinet Fleischmann-Hillard? Oui, l'entreprise de relations publiques, oui. Mais je ne travaille pas avec leurs clients. Je suis juste membre de leur conseil d'experts. Je ne travaille pas avec les clients. Sur le site de Fleischmann-Hillard, il est écrit que le groupe d'experts dont vous faites partie fournit justement des conseils directs aux clients. Non, je ne le fais pas. C'est peut-être ce qui est écrit, mais je ne le fais pas. Je n'avais jamais vu ça, d'ailleurs. Mais ce n'est pas le cas. Ils ne m'ont jamais demandé de faire ça. C'est juste pas mon rôle. Je conseille le cabinet, pas leurs clients. Si Fleischmann-Hillard vous demande de rentrer en contact avec un de leurs clients, comme le laboratoire pharmaceutique Pfizer, qu'est-ce que vous faites? Ils ne me l'ont pas demandé. Mais sur le site, il est écrit que c'est votre rôle. Mais ils ne me l'ont pas demandé. Vous savez, la décision de ce que je fais ou ce que je ne fais pas dépend surtout du contenu de ce que l'on demande. S'il vous plaît, hein, vraiment. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je suis Günther Verheugen, vice-président de la Commission européenne. Pendant 5 ans, Günther Verheugen a été en charge de l'industrie. Comme ici, durant le forum de Davos, il a eu des contacts officiels avec de nombreux industriels, comme le laboratoire pharmaceutique Pfizer. Nous avons avec nous Henry McKinney, PDG de Pfizer, qu'on ne présente plus. C'est la plus grande compagnie pharmaceutique du monde. Le problème, c'est que beaucoup de ces entreprises sont aujourd'hui les clients du cabinet de lobbying dont il est le conseiller. Il y a donc bien un risque de conflit d'intérêts. D'un point de vue légal, aujourd'hui, je pourrais faire exactement ce que je veux. Et il n'y a pratiquement aucune restriction. Mais moralement, pour pouvoir me regarder dans la glace le matin, quand je me rase, eh bien, je ne peux pas faire ça. Voilà, merci. Aujourd'hui, malgré les déclarations données à la Commission, la lutte contre les conflits d'intérêts des commissaires repose presque uniquement sur leur sens moral. Ce voyage en Europe se termine. Les systèmes de contrôle sont en place. Des efforts de transparence sont faits. Mais au bout du compte, les 27 États de l'Union semblent toujours aussi réticents à perdre une partie de leur souveraineté. À la façon dont l'Europe s'est construite, son fonctionnement d'aujourd'hui repose encore trop souvent sur la bonne volonté et l'honnêteté de ceux qui croient en elle.
Nous avons reçu, pas exactement l'argent, mais... La promesse de l'argent.